Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau de votre émission Entreprums. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment ça se passe après la crise. Comme vous savez, nous avons fait tout le suivi avec vous et aujourd'hui, on reçoit en plateau un intervenant que vous avez déjà vu, le grand, si je puis dire, le grand Tony Jazz, celui qui fait et qui défait les présidents. Non, mais aujourd'hui, nous recevons Tony Jazz qui va nous parler de son livre et surtout de toutes les actions qu'il a mis en place là pendant cette crise du coronavirus, qui est accompagné de Mathilde Hélin, qui est kinésithérapeute et qui a eu aussi une bonne idée et qui a pu rebondir par rapport à cette histoire de coronavirus. Ils vont vous expliquer ce qu'ils font sur le plateau. Alors, on commence par vous, Mathilde. Bonsoir. Enchantée. Enchantée. Alors, présentez-vous, expliquez-nous ce que vous faites. Alors, je suis Mathilde Hélin, je suis kinésithérapeute. Je suis aussi experte auprès de la Haute Autorité de la Santé dans un groupe de recherche sur la pédiatrie. Et je me suis donc spécialisée en pédiatrie et en périnatalité, donc auprès des mamans et des femmes enceintes. Et je ne sais pas si j'en dis plus tout de suite. Allez-y, allez-y. Et donc, effectivement, suite au coronavirus, j'ai mis en place des consultations en ligne pour que les mamans puissent continuer leurs soins et que les bébés également puissent continuer à être soignés. Donc, pour donner un maximum de conseils enfin, voilà, pour qu'ils puissent continuer leurs soins. Et petit à petit, et au fur et à mesure de mes voyages, parce que je voyage aussi énormément, je me suis rendu compte que, effectivement, partout dans le monde, les femmes n'avaient pas forcément le même accès aux soins que nous en France ou en région française. Et donc, j'ai décidé de créer une école des mamans, donc une plateforme en ligne pour que les mamans puissent avoir un accès à la connaissance. D'accord, bah ça c'est génial, on va en parler tout à l'heure. Alors bonsoir Tony Jazz. Bonsoir Sabine. Alors bon après-midi, ça va, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. On est en sortie de Covid. L'activité reprend, même la vie entière reprend, même si on a évidemment toujours des gestes barrières À à respecter. respecter. Ça, c'est absolument normal. Mais en tout cas, les activités reprennent, donc c'est parfait pour l'économie. Alors on va faire un petit rappel pour que les téléspectateurs se souviennent de ton parcours. Présente-toi s'il te plaît. Alors, je m'appelle Tony Jazz. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu sur le plateau, c'était notamment pour parler de moi sur ce que je lui avais fait La campagne de pendant la Barack campagne Obama de déjà. Barack Obama, exactement, la musique de campagne du président. Par la suite, j'ai travaillé avec le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Alain Juppé. Juppé. Et à côté de ça, j'ai des activités évidemment de conférencier au niveau du TEDx et une spécialité justement dans ce qu'on pourrait appeler le consulting ou le coach au niveau des investissements pour les particuliers. Alors qu'est-ce que vous avez développé là pendant la crise? Alors là, pendant la crise, la première chose principale, c'est que beaucoup de personnes se sont intéressées à la bourse. Énormément de personnes se sont intéressées à la bourse. On a eu un boom des livrets qui se sont ouverts sur des PEA notamment et des comptes titres qui se sont ouverts sur des plateformes spécialisées là-dedans. Et beaucoup de particuliers se sont dit, eh ben, moi j'ai envie de profiter finalement de cette crise et non pas la subir. Beaucoup de personnes se sont dit, bon, ah, c'est la crise, on risque de subir les pertes et fracas derrière parce que on n'a pas de revenus finalement, peut-être qu'on risque de se faire licencier suite à ça. Et finalement, on a eu une belle résilience de la population qui s'est dit, bah non, moi je vais finalement investir. Et beaucoup se sont renseignés sur ces investissements avec les moyens que chacun a à ce niveau-là. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle Où investir après la crise, euh, où à l'intérieur, on va retrouver des sujets tels que l'immobilier, la crypto-monnaie, la bourse, les objets de collection, même les futurs investissements possibles, les startups, en fait, partout où le particulier peut aller investir et finalement se dire, ben voilà, je ne peux pas avoir que mon revenu, parce que je me rends compte que si j'ai que mon revenu en tant qu'entrée, eh ben, si jamais je n'ai plus ça, ben, je risque un chômage ou je risque plein de choses. Et c'est pour ça que le particulier s'est mis à investir. Excellente chose. D'où l'ouverture d'où l'écriture pardon de ce livre. De ce livre. D'accord. Bon, ben, on va parler de ça tout à l'heure, mais avant, vous savez que l'actualité est très chaude, hein, puisque nous sommes en plein remaniement. Enfin, il y a eu un remaniement qui a été fait, et aujourd'hui, nous avons les ministres qui ont été nommés. Donc, je vais juste vous demander votre avis sur les nouveaux ministres les plus connus. On sait
on va finir par celui qui nous concerne, mais pour l'instant, les plus connus, Roselyne Bachelot, est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle pourrait faire à la culture? Ça va être bien ou pas? À la culture, je sais qu'elle a elle a des connaissances dans la santé de mémoire. Mhm. Mais je pense que tout le monde a son propre mot ou sa propre envie au niveau de la culture. Au niveau de la culture, un petit avis sur Roselyne Bachelot pour ce ministère? Moi, pareil, j'ai beaucoup entendu parler d'elle au niveau de la santé. Avec Je me l'histoire des rappelle de masques? ce qu'elle avait fait, surtout au niveau de la grippe H1N1. Elle Mhm. avait réagi vite et on s'était un peu moqué d'elle d'ailleurs à ce moment-là. Et finalement, elle avait Et raison. finalement, elle avait peut-être pas tort. Finalement, elle avait pas tort. Pour la justice, on en parle beaucoup du nouveau ministre de la Justice qui s'appelle Dupond-Moretti, hein. Il est connu puisque ça a été l'avocat de Théo dans l'affaire des violences, on va dire, qu'avait subi le jeune Théo, hein, par rapport à la matraque qu'il avait pris. Et il a aussi défendu dans le dossier enfin, des terroristes. Par rapport à cette affaire-là, il a aussi fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ah bah, c'est un ténor. C'est un ténor du barreau. Et j'ai envie de dire, quand tu as un ténor du barreau qui finalement rentre dans la justice, Il y aura moi, quelque chose qui va se faire. je pense que des choses se feront. Mais Moi l'avantage aussi, c'est que c'est un très bon signal pour les avocats qui manifestaient il n'y a pas si longtemps. Oui. Et donc, du coup, on leur envoie un message fort en leur disant bah, votre ministre est aussi l'un de vos pairs. Mhm. Donc, en ça, je pense que au niveau du signal et du symbole, c'est une bonne chose. Je crois qu'il a eu 150 affaires avec relaxation, donc il est vraiment bon. Il est calé, il est bon. Voilà, C'est un et ténor. avant ça, il avait déjà dit ce qu'il pensait par rapport à cette histoire de violence de la police, puisqu'il disait qu'il n'y a pas de violence policière institutionnalisée. Mais oui, parfois, il y a des dérapages. Donc ça peut aussi calmer un petit peu le jeu. Et le ministère des Outre-mer, qu'est-ce que vous en pensez du ministère des Outre-mer? Alors, moi, je dirais. Mais moi, je suis un Guadeloupéen, alors je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question-là. À cette question? Parce que je ne suis pas, je ne serai pas neutre là-dessus. Mhm. Euh, mais je dirais que avoir un ministre des Outre-mer qui vienne des Outre-mer, ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Alors, il s'appelle Sébastien Lecornu, pour les gens qui ne le connaissent pas. Avant, il était ministre auprès de la cohésion des territoires. Alors, est-ce qu'ils l'ont passé ministre des Outre-mer, puisqu'ils estimaient qu'il fallait une cohésion, peut-être au niveau que les Outre-mer fassent partie de la cohésion des territoires français? Personne ne sait. On n'a pas trop entendu parler de lui sous le mandat d'Édouard Philippe. Donc, est-ce que ça veut dire que les Outre-mer vont être oubliés ou est-ce que ça veut dire que les Outre-mer, on va essayer d'apporter une certaine cohérence, on verra ce que ça va donner, c'est ça? Ouais. Soit c'est une belle promotion parce qu'il a bien travaillé, c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler parce qu'il n'a pas fait de bruit et qu'il a bossé sur ses dossiers. Soit c'est une promotion pour d'autres sujets que je ne maîtrise pas. D'accord. Bon, Annick Girardin, ministre de la mer, non ça, du soleil et des étoiles peut-être, l'univers, je ne sais pas. Bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, la mer, c'est nous, hein, donc au cas où. Ça aurait pu être intégré dans l'écologie, je pense, ou bien dans le développement durable, ça aurait été peut-être une bonne chose. Alors, en parlant de développement durable, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'école des mamans? Expliquez-nous exactement ce que vous avez mis en place. Mais avec plaisir. Alors en fait, j'adore voyager. J'ai beaucoup voyagé et j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré beaucoup de mamans. En fait, au départ, j'en ai rencontré de par les réseaux sociaux et des fois par hasard, en rencontrant sur les réseaux sociaux, au cours de mes voyages, on s'est vus. Et forte de cette expérience, je me suis rendu compte, en parlant avec elle, qu'elle n'avait pas du tout le même accès aux soins en voyageant dans les îles, vers l'Indonésie, vers les Philippines, etc. On se rend compte que là-bas, les spécialités en pédiatrie et en maternité, les femmes, finalement, elles accouchent dans les hôpitaux, hein, dans les CHU. Donc, finalement, on se rend compte que l'accès aux soins n'est pas du tout le même. Et au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi ne pas leur permettre de poursuivre un petit peu ces conseils que j'avais commencé à leur donner pendant mes vacances, finalement. Et donc, j'ai réussi à ouvrir une plateforme de consultation en ligne pour pouvoir, en fait, tout simplement faire des visios avec elles et continuer ce qu'on avait commencé. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. J'ai continué à parler de pédiatrie, de maternité, toujours sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus de gens sont venus me parler, me dire mais on ne connaît pas cette spécialité. Et surtout, la phrase qui revenait le plus souvent, c'est j'aurais voulu savoir ça plus tôt. J'aurais voulu vous connaître plus tôt.
Et ça me laissait souvent perplexe, en fait, cette question ou cette affirmation. Et je me suis dit, il faudrait absolument que les parents aient accès à la connaissance sur leur bébé, même avant la naissance, en fait, durant la maternité, et partout dans le monde, parce que je savais que partout, c'était pas forcément possible d'avoir accès à des kinés spécialisés en pédiatrie. Et finalement, donc, j'ai créé cette plateforme en ligne qui permet aux mamans d'avoir accès à moi déjà. Elles peuvent m'écrire tous les jours quand elles veulent et je leur donne les informations dont elles ont besoin, les conseils dont elles ont besoin à ce moment-là. Elles ont aussi des cours en ligne une fois par semaine où on aborde différents sujets. Enfin, je parle avec elles et on échange sur ce dont elles ont besoin et je prépare un cours par semaine. Et donc je leur propose pendant 1 heure un cours où elles vont avoir accès donc à une préparation à la naissance par exemple, à une séance de massage bébé, à un cours sur l'éveil moteur de leur bébé, un cours sur comment gérer leur douleur pendant la grossesse ou après la grossesse, sur qu'est-ce que c'est la rééducation après l'accouchement, par exemple. Et elles ont aussi accès à toute une base de professionnels que moi j'ai dans mon portefeuille que je connais. Donc quand elles ont besoin de quelqu'un, par exemple d'une conseillère en lactation, je peux leur donner. Quand elles ont besoin d'un pédiatre, je peux leur donner. Ou d'un autre kiné proche de chez elles, je peux leur donner des contacts. Voilà, elles ont aussi accès à des événements parce que j'organise des événements un peu partout. D'ailleurs, je voulais en organiser en Guadeloupe, mais le Covid en a décidé autrement. Oui. Voilà, donc après tous les événements que j'organise en France et ailleurs, elles y ont accès avec des réductions. Et voilà, toute cette plateforme faite pour les mamans. Alors c'est vrai que pendant la crise, tout ce qui est visioconférence, ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé. Donc les cours que vous faites, c'est sur quel réseau? Instagram, Facebook ou bien c'est un peu sur Zoom? Comment vous fonctionnez avec elles? Alors pour parler avec les mamans et pour leur donner, je dirais, de l'information gratuite, c'est beaucoup principalement sur Instagram. D'accord. Après, pour tout ce qui va être privé, donc l'école des mamans, c'est sur Zoom. Voilà. D'accord. Toutes les visios qu'on va faire, les cours, ça va être sur Zoom. Après, quand elles me parlent, c'est en privé, directement au téléphone. Voilà. Et est-ce que quand vous faites les conférences sur Zoom, le sujet s'adresse à tout le monde ou bien c'est, par exemple, comme vous faites un cours par semaine, vous choisissez les gens qui vont venir ou bien ce sont les femmes qui peuvent s'inscrire comme elles veulent? Comment ça fonctionne? Toutes les femmes qui font partie de l'école des mamans ont accès à ce cours privé. Et elles s'inscrivent pas, en fait, elles viennent ou elles viennent pas en fonction de leur disponibilité. D'accord. Si jamais elles peuvent pas être là ce jour-là, mais qu'elles veulent le revoir plus tard, elles peuvent. C'est toujours accessible, elles ont les accès. Par exemple, si c'est un cours de préparation à la naissance, mais que c'est une maman qui a déjà eu un bébé, mais qui prévoit d'en avoir un autre, elle pourra revoir ce cours dans 1 an ou dans 2 ans si elle en a besoin. Ou inversement, si c'est un cours sur l'éveil du bébé, mais qu'une maman est enceinte et que ça va pas forcément l'intéresser sur ce moment-là, elle y aura accès plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose un peu à la carte, ou en tout cas elles y ont accès et les thèmes sont choisis en discussion en fait avec elles. D'accord. Est-ce que vous avez eu déjà des cas où les femmes sont venues vous poser des questions au sujet, parce qu'on entend un petit peu, on sait qu'en ce moment il y a beaucoup la parole qui se libère, et les femmes parlent de plus en plus de violences, alors gynécologique, ouais, voilà. Oui. Donc et visiblement c'est un gros fléau. Hein. Oui. Donc est-ce que les femmes vous en parlent beaucoup? Est-ce que vous arrivez par rapport à votre métier à changer un peu la profession sur ce point ou pas? Je ne sais pas si on arrivera à changer les choses. En tout cas, elles viennent beaucoup nous en parler. Ouais, parce qu'il y a au début, ça a commencé beaucoup en soins au cabinet parce que quand on est en face à face, en tant que kiné, on passe beaucoup de temps avec nos patients. Et du coup, on a ce moment où les femmes vont se confier parce qu'en plus, on a le toucher. Donc, quand on commence à toucher quelqu'un, il a tendance à se confier. Donc là, c'est vrai que les femmes, elles se libèrent et elles parlent plus facilement. Je pense qu'après, quand les femmes ont des questions à me poser en privé, ça leur arrive d'aborder des sujets comme ceux-là, mais des sujets qu'elles ont parfois peur même d'aborder avec leur médecin. Oui. C'est vrai que je pense qu'en tant que kiné, on a un peu un intermédiaire, on a une profession de santé, mais on n'a pas non plus la stature du médecin qui fait un peu peur et on n'est pas non plus une profession qui n'y connaît rien à la santé. Du coup, cet entre-deux nous permet d'avoir un avis sur des choses et d'avoir du temps pour en parler avec elles.
D'accord, ok. Ben, je vais vous demander ça comme vous êtes aussi spécialisé dans la haute autorité de la santé. Mm. Donc, si, parce que c'est vrai que ça vraiment, on se rend compte que c'est vraiment un fléau, hein. Oui. Donc, il y a vraiment beaucoup de femmes qui se plaignent de ça. Donc, si on pouvait faire avancer au moins sur ce point, ce serait déjà une très bonne chose. Pour vous joindre, comment est-ce que les gens doivent faire? Alors pour me joindre, je pense que du coup le plus simple effectivement c'est par ce fameux Instagram? réseau Instagram. Mon Instagram c'est très simple, c'est physio comme la physiothérapie, Mathilde Hélin. D'accord, de toute façon, vous pourrez, on vous enverra le lien comme d'habitude, vous pourrez mettre ça dans les commentaires. Alors, Tony Diaz, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, pareil, comment vous êtes arrivé à ce projet et comment il fonctionne surtout? Est-ce que tout à l'heure vous parliez de Zoom aussi? Est-ce que c'est vous qui choisissez les gens? Comment les gens vous posent des questions? Comment ils sont amenés ou comment vous êtes amené à savoir si c'est mieux pour eux d'investir dans l'immobilier ou dans la collection? Comment ça fonctionne? Alors effectivement, pendant le Covid, je ne pouvais plus aller voir beaucoup de mes clients parce que le confinement faisant. Oui. Alors du coup, j'ai créé un groupe privé qui permet tout simplement aux personnes de s'inscrire sur ce groupe privé. À l'intérieur, on va y retrouver des investisseurs ou des entrepreneurs. Ce sont les deux populations que l'on retrouve dessus. Donc investisseurs ou entrepreneurs, débutants comme confirmés. D'accord. Donc pour les entrepreneurs, ce sont des gens qui ont l'idée d'un projet et qui veulent se lancer. Pour certains, ce sont des gens qui ont déjà leur société. Et pareil pour les investisseurs, ce sont des gens particuliers pendant le Covid, qui se sont dit j'aimerais investir, mais je ne sais pas dans quoi et j'ai peu de connaissances. Et d'autres qui ont déjà des connaissances à l'intérieur. L'idée est très simple, c'était de créer une famille sans concurrence où chacun apporte son aide aux autres. L'idée est très simple, à l'intérieur, on va retrouver des conseils. Donc j'envoie généralement donc, sur un groupe privé des informations en leur disant voilà, là par exemple, vous avez une information qui est tombée. La municipale vient d'arriver, on a eu énormément de mairies écolos qui sont arrivées. Qu'est-ce que, selon vous, en tant qu'investisseur, par exemple, en immobilier, cela va avoir comme conséquence? Et donc, je leur apprends quelles conséquences il peut y avoir à avoir un maire écolo au sein de sa propre mairie, de façon à ne plus subir les informations comme beaucoup le font, en disant ah mais c'est dommage tout ce qui nous arrive, mais en apprenant et en ayant une logique. L'idée de ce groupe est vraiment d'apprendre aux gens à pêcher et non pas juste leur donner le poisson. Oui. Alors pour répondre à cette question, parce que je pense que certains l'auront, alors oui, mais alors moi je suis investisseur immobilier, quelles conséquences va avoir le fait d'avoir un maire écolo à ma mairie? Eh bien tout simplement un maire écolo va stopper tous les gros programmes immobiliers de façon à éviter ce qu'il y ait plus de verre dans la ville et moins de béton. D'accord. Donc s'il y a beaucoup moins de programmes immobiliers, ça veut dire qu'il y a moins d'offres immobilières. Donc la demande, elle continue de grossir, mais pas l'offre. Donc vous, en tant que propriétaire, si vous voulez vendre, eh ben, ça peut être une bonne période pour vous parce qu'il y aura moins d'offres. Vous serez moins en concurrence avec les 200 appartements du gros programme immobilier qui est juste derrière chez vous. Et donc c'est une bonne chose. Donc l'idée est de montrer aussi aux personnes du groupe et de voir le verre à moitié plein. D'accord. Et donc ne plus subir effectivement cette chose-là. L'avantage aussi, c'est que juste avec votre téléphone portable, vous allez avoir accès à des spécialistes à l'intérieur, donc moi et d'autres, sur des questions. Donc c'est-à-dire que vous avez une question sur la crypto-monnaie, sur la bourse, ou bien vous êtes en train de faire votre premier achat et vous êtes un peu perdu. Est-ce que je demande ça? Qu'est-ce que je dois demander? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous posez votre question et vous avez une réponse. Et évidemment, l'avantage derrière tout ça, les gens viennent sur ce groupe privé, notamment pour les lives qu'on y fait, de la même manière, une fois par semaine, à l'intérieur, sur un sujet thématique. Donc le dernier sujet, c'était comment choisir un bien immobilier rentable. Où on a fait 2h10 de live avec un professionnel, où on a montré toutes les petites astuces, tous les sites à avoir, les questions à poser lorsqu'on va rencontrer l'agent immobilier. Et encore une fois, là, on avait... et après, on fait des cas pratiques. Il y a certaines personnes que l'on prend en cas pratique. Le dernier cas pratique que l'on a fait, c'était une femme avec des enfants qui était seule chez elle, qui n'avait pas forcément les moyens d'investir et qui venait de perdre son emploi. Et elle qui nous disait, mais comment est-ce que je peux générer de l'argent finalement assez rapidement? Alors, bon, c'est du travail pour le faire, mais on lui a expliqué et elle a pu déclencher ses premiers revenus parce que c'est une femme qui est bonne en orthographe et donc elle a trouvé en fait des clients en face. Ah, Voilà. c'est bien ça. Mais des choses bien. toutes simples où elle va donner, donc c'est créer vraiment son entreprise de service par rapport à une spécialité que chacun a pour pouvoir... L'offre et la demande. l'offre et la demande, rencontrer encore une fois l'offre et la demande. Et donc ce groupe a cette utilité-là. C'est groupe Telegram. Hein. Alors là, c'est un groupe Telegram. Pour s'y inscrire, c'est très simple. De la même manière, vous venez sur mon Instagram,
Tony Jazz, Tonyjazz, Tony Jazz. Et vous m'envoyez un message, je vous répondrai. Je réponds à tous les messages que je reçois et je vous indiquerai comment faire pour rentrer sur ce groupe privé. Mais pareil, la première fois que vous avez eu l'idée de faire ça, comment vous avez su que c'était le domaine qu'il fallait développer là, après la crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a les premiers indicateurs qui sont les comptes titres et les PEA qui sont développés. On a un deuxième indicateur qui sont que les personnes se sont rendues compte qu'il fallait moins être dépendant des aides ou dépendant de l'État pour subvenir soi-même à ses propres besoins et à ceux de sa famille. Donc, être un peu moins attentiste, on va dire. Et surtout, moi je le vois pour mon métier, je recevais de plus en plus de messages, je recevais des demandes presque tous les jours à ce sujet-là, et comme je ne pouvais pas aller voir mes clients et que j'avais une demande qui arrivait, l'idée est très simple, un produit se crée par rapport à une demande qui existe, on ne crée pas un produit parce qu'il n'y a aucune demande, et donc moi j'ai vu cette demande-là, je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes, et j'ai une philosophie qui est la mienne, mais qui est, j'aimerais, on va dire, rendre mes amis, et je souhaite la réussite de ma famille et de mes amis, parce que sinon, avec qui je vais voyager? C'est ce que généralement je dis. Et donc, l'idée, c'est toutes ces personnes qui m'écrivent, je veux aussi votre réussite. Et donc, du coup, d'une manière très simple, puisque vous voulez aussi investir, puisque vous voulez travailler, je vais vous montrer la voie à suivre. Ça sera compliqué, il n'y a aucune voie facile. Ce qu'on veut, c'est pas de la facilité, c'est de la réussite. Je vais vous montrer comment faire. Est-ce que c'est facile d'écrire un livre sur ce thème-là? Alors, il est très compliqué d'écrire un livre sur ce thème-là parce que l'investissement est très large. Et c'est complexe aussi comme domaine. C'est très complexe comme domaine, c'est même très technique. Et ce que je voulais par-dessus tout, c'était qu'il soit accessible pour la personne qui n'a jamais investi, pour la personne qui se lance même pour la première fois et pour qui ça fait peur. Je me rappelle de l'achat de mon premier appartement. Quels documents je dois donner? Qu'est-ce que je dis à la banque? Comment je fais? Et après de mes premiers investissements en tant qu'entrepreneur ou dans des domaines qu'on maîtrise un petit peu moins, j'investis dans tout un tas de domaines assez différents. Je me dis mais comment je vais faire pour la première fois? Et puis j'ai trouvé des mentors, des gens qui m'ont guidé, des gens qui m'ont aidé, des gens qui l'avaient déjà fait. Je leur ai posé les questions. Et en fait, on se rend compte que c'est finalement assez simple. Et je voulais à l'intérieur de ce livre, pour qu'il soit accessible à tout le monde, y mettre des mots simples, y mettre des métaphores aussi assez simples, et surtout qu'il soit concret, pas technique, concret. Voici ce que vous pouvez faire, voici comment vous devez le faire. Vulgariser la bourse, quoi. Absolument. Vulgariser la bourse, vulgariser l'investissement. Et toutes les formes d'investissement qu'il y a. Là, je parle beaucoup d'immobilier parce que l'immobilier est un pilier, c'est ce qui est le plus connu dans l'investissement, évidemment. Mais l'investissement est très large. On peut investir. Certaines personnes ont des trésors chez elles et elles ne le savent pas. On va faire d'ailleurs un live bientôt sur les trésors qu'il y a dans vos greniers ou dans vos maisons ou chez votre grand-mère. Et on se rend compte qu'il y a des objets de collection qui maintenant coûtent une fortune. Qui coûtent une fortune. Comme les anciennes, je pense aux anciennes machines à coudre et tout ça. Machines à coudre, mais même les anciennes consoles. Parfois, on a certains bijoux. On va avoir parfois certains mobiliers à l'intérieur et vous dire oh mais non mais ça c'est la vieille chaise de mamie. La vieille chaise de mamie, si on la ramène dans une boutique, peut-être que la boutique dira bon, mettez-la à la déchetterie, vous la montrez à un collectionneur et il vous en donne 10 000 € en cash peut-être. Oui. Effectivement, donc comment faire pour que Tony Jazz aille chez vous? Ça c'est la grosse question. En tout cas, vous pouvez déjà vous inscrire sur son compte Instagram, on a dit, donc @Tony Jazz, et comme ça vous pourrez avoir des éléments sur ces choses-là. Ça. Au sujet du livre, vous avez... Alors, parce que déjà, vous nous avez envoyé quelques images, donc on va les regarder. Et le livre, vous l'avez co-écrit. Exactement. Avec Bruno Gondel. C'est ça. Alors Bruno Gondel, qui est un de mes amis et aussi investisseur, qui lui est un Français qui s'est expatrié à Miami, qui aujourd'hui a des agences immobilières à Miami et à Détroit notamment, qui est un spécialiste de l'investissement notamment immobilier et aussi dans les startups. En fait, l'avantage d'écrire ce livre avec Bruno, c'est que moi par exemple, je vais investir dans les chevaux de jumping, les chevaux de saut d'obstacle. Je vais investir dans l'or, je vais investir dans l'immobilier en France. Lui, pas du tout. Lui ne va pas sur l'immobilier en France, il va sur l'immobilier aux États-Unis. Bruno investit dans les startups. Donc vous avez deux visions de deux pays, on va dire, différents. Exactement, mais même deux cultures absolument différentes. Et dans ce livre est ponctué de plusieurs interviews à chaque fin de chapitre où il va donner son point de vue sur les investissements qu'il a fait sur un thème bien précis. Et moi, je vais expliquer pourquoi moi, je n'y vais pas. Et lui va expliquer pourquoi lui, y va. Et l'idée est très simple, c'est de comparer ces deux visions-là. Parce que j'ai toujours trouvé que les livres en investissement ou les magazines en investissement étaient très orientés.
C'est-à-dire faites ci, faites ça, allez vraiment dans cette direction. Et qu'on n'avait jamais ces deux balances-là. Et donc l'idée de ce livre-là était vraiment de donner ces deux balances-là de manière extrêmement ludique pour toutes les personnes, qui faisaient des connaissances ou pas. C'est-à-dire qu'un collégien lit ce livre, il le comprend aussi bien qu'un technicien universitaire. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé des phrases aussi. Alors, immobilier en France, par exemple, l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé, il ne peut pas être emporté, acheté avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. Pourquoi cette phrase? Alors, cette phrase, parce que généralement, alors je vais parler peut-être de faits malheureux, mais quand on rentre chez vous et qu'on vous cambriole, on peut vous prendre vos bijoux, on peut vous prendre votre vie et on a un sentiment de violence. Mais on ne peut pas partir avec votre appartement. On ne peut pas partir avec votre maison. Donc, malgré certains événements malheureux comme celui-ci qui peut arriver, mais comme d'autres, eh bien, ce bien est liquidable. C'est-à-dire que vous pouvez le vendre et en récupérer l'argent. Et on ne pourra jamais vous le voler. L'avantage, c'est que 1789, la Déclaration des droits de l'homme, vous aide là-dedans parce qu'on ne peut pas vous prendre votre bien, on ne peut pas vous exproprier. Et donc là est l'avantage, c'est de dire que voilà, cet investissement-là est l'un des investissements évidemment les plus sûrs qui soient. Mais il n'y a pas que celui-ci. C'est ce qu'on appelle investir dans la pierre. Exactement. Alors l'or brille même dans la boue. Pourquoi avoir choisi cette phrase? Tout simplement parce qu'on trouve l'or généralement dans de la boue. C'est là où on va y trouver de l'or avec des liquides de mercure, voilà, pour faire ressortir cette brillance-là. Et ben, tout simplement parce que je vais prendre un exemple tout bête, mais ce qui a de la valeur, que ce soit dans la main d'un homme ou d'une femme, ou bien dans de la boue, gardera toujours sa valeur. C'est-à-dire que si je mets un billet de 20 euros ou de 500 euros dans de la boue, même s'il est sale, il aura toujours cette même valeur. Et donc l'or que l'on trouve dans de la boue gardera cette valeur. Et l'être humain adore l'or. Il brille, il est précieux, il est rare, et donc tout le monde court après l'or. C'est pour ça que ça en fait un bon investissement. C'est ce que j'allais demander. J'allais dire, en gros, vous dites aux gens, investissez dans l'or. L'or est un très bon investissement. Alors, si je dois détailler maintenant, et que vous faisiez partie du groupe privé, là, je serais plutôt en train de vous dire, n'investissez surtout pas dans l'or maintenant. D'accord, il y a des périodes. Il y a des périodes, c'est-à-dire qu'en fait, en ce moment, l'or est à un niveau extrêmement haut parce que c'est une valeur refuge et que tout le monde s'est inquiété d'en acheter. Si vous en achetez aujourd'hui, ben, il est tellement haut que du coup... il n'y aura pas beaucoup de bénéfices. Il n'y aura pas beaucoup de bénéfices parce qu'avant qu'il atteigne ce pic, ça va mettre un moment. Donc là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'attendre une petite correction, qui redescende et là d'en acheter. Et à la prochaine crise ou au prochain problème, vous allez voir qu'il va remonter. D'accord. Donc en fait, on vend l'or en période de crise. D'accord, bon, ça c'était la question. On n'en achète pas en période de crise, attention. Mais on en vend. La bourse, le soleil après s'être couché se lève et le jardin après s'être fané refleurit. Pourquoi cette phrase? Parce que la bourse, elle n'arrête pas de chuter. La bourse, généralement, à chaque fermeture, à chaque clôture, comme on dit, eh ben, on a de la baisse parce que les traders arrêtent d'acheter pour éviter, pour faire de nouveaux bénéfices. Et à chaque ouverture boursière, généralement, on retrouve un pic et ça refleurit. D'accord. Alors, objet de collection. Alors ça, je sais que c'est quelque chose que tout le monde aime, hein, que ce soit les voitures, les timbres. Les timbres, l'air de rien, visiblement, les gens dépensent des fortunes dans les timbres et les pièces surtout. Donc, il semble que toute collection gravite autour d'une pièce manquante, sorte de noyau autour duquel peut tourner indéfiniment la folie collectionnante et de son propriétaire. Alors, pourquoi cette phrase? Je vais vous lancer un défi à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette émission-là. Trouvez un collectionneur et demandez-lui est-ce qu'il manque des pièces dans sa collection. Il vous dira toujours que oui. Il manquerait, et même s'il arrive à trouver cette pièce, il y en aura encore une autre qui va chercher. C'est ça. Et là, on parle d'investissement passion. L'avantage de l'investissement passion, c'est que les gens sont prêts à débourser énormément d'argent pour acheter ce que vous avez peut-être dans vos greniers en ce moment-là. D'accord, donc d'où le vide-grenier de tout à l'heure. Exactement, c'est exactement ça. Effectivement. Pour les startups, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, c'est-à-dire c'est toujours le bon moment d'investir. Et vous avez des images qui accompagnent chaque chapitre. Sur celle-ci, c'est l'image d'un cheval qui représente en réalité ce qu'on appelle des licornes. Les licornes, au niveau des startups, ce sont les startups prometteuses. On les appelle les licornes. C'est pour ça qu'on y a mis un cheval. Et généralement, on dit aux gens, je vais prendre mon exemple. Reprenons l'exemple de l'immobilier, par exemple. Ça fait beaucoup de mots exemples, hein, ça.
on disait, ben, moi je m'en rappelle, j'ai acheté un appartement il n'y a pas si longtemps, et le jour où on passe chez le notaire, on nous dit à quel prix il a été acheté par la personne qui vous le vend. Et je me dis, mon Dieu, il a fait une plus-value énorme en me le vendant. Mais effectivement, il avait peut-être acheté cet appartement, je dis un prix au hasard, 60 000 euros il y a 10 ans, et aujourd'hui il vient de me le vendre peut-être 150 000 euros. Donc il a fait une plus-value énorme. Et on dit, les gens pensent que, ben non, pour investir, le meilleur moment c'était avant, pas maintenant. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous investissez et que vous attendez ce même délai-là, ben il aura pris tout autant de valeur grâce à l'inflation, grâce à plusieurs mécanismes. Qui n'arrêtent pas, oui. Voilà. Mais donc, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. D'accord. Alors, question par rapport à la licorne, parce que ça, c'est un sujet dont on a souvent entendu parler. Alors, les traders, visiblement, disent qu'il faut se méfier des licornes parce que les entreprises qui arrivent trop vite au niveau de la bourse, des fois on ne sait pas si elles sont stables. Je crois qu'il y avait eu l'exemple d'Amazon, non? Oui. Ou je ne sais plus, qui est arrivé trop tôt à ce niveau et il fallait se méfier. Comment ça fonctionne ça? Effectivement, en fait, le souci de la licorne, donc la licorne, pour expliquer, c'est le nom qu'on donne aux startups prometteuses qui atteignent certains millions de dollars. C'est miraculeux, on va dire. Voilà. Et donc on appelle ça des licornes. C'est très rare, on n'en voit quasiment jamais. C'est pour ça qu'on les appelle des licornes. Et lorsqu'on a une action boursière qui est faite, pour vous expliquer un peu le système boursier de manière extrêmement simple, vous avez une entreprise qui arrive et qui part de rien. Cette entreprise a à l'intérieur une technologie qu'elle utilise ou bien une base de données qui vaut énormément d'argent. Et en fait, c'est la spéculation qui fait que cette entreprise va monter. La spéculation, c'est-à-dire que moi, je vais décider en tant que trader que cette entreprise vaut beaucoup d'argent. Et je vais ramener plein de copains traders dessus pour mettre de l'argent. Et en injectant de l'argent, la valeur de cette entreprise, parce qu'on a injecté beaucoup d'argent, va monter. Et elle va atteindre un petit pic. Et arrivé sur ce petit pic, généralement, l'investisseur qui n'y connaît pas grand-chose va dire « Waouh, elle vaut beaucoup d'argent, elle ne valait quasiment rien, je vais rentrer. Et là arrive une bulle spéculative, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes se mettent à spéculer sur cette même entreprise, font gonfler, et à un moment, comme toute bulle, elle éclate. Et au moment d'exploser, évidemment, elle chute en bourse. Et c'est là que vous perdez de l'argent. Et c'est pour ça qu'on accuse souvent les traders ou pas? Oui, c'est pour ça évidemment, c'est pour ça qu'ils sont accusés, parce que quand un trader fait une action sur une action boursière, vous voyez qu'elle monte comme ça, il faut des milliards, enfin il faut plusieurs millions, voire des fois des milliards de dollars pour que ça monte. C'est-à-dire que si, j'ai envie de dire, tous les clients d'une banque sur une petite région, on prend tous les clients bancaires de la région parisienne. Ce sont notre argent qu'ils prennent pour faire la spéculation. Oui, ça, il faut le savoir. C'est l'argent qui est sur votre compte en banque qui est pris pour qu'ils puissent spéculer. Exactement. Et donc, pour vous donner une balance en face, pour un trader qui trade des millions de dollars sur une action, il faut l'équivalent en face à peu près peut-être de 100 000 personnes avec de gros comptes en banque qui tradent aussi sur la même action. Donc, un trader, quand il met de l'argent, ça a beaucoup d'impact. Donc c'est pour ça qu'ils sont accusés, parce que l'équivalent en face de personnes... Ils nous quoi. Oui, Ils font croire que l'entreprise vaut... Il vaut, mais en fait, il n'y a qu'un mec. De mettre dessus. C'est ça. Et tout le monde le suit en essayant de se renchérir. C'est ça. Et puis en fait, au final, s'il n'avait pas fait ça, l'entreprise serait restée au même niveau. Exactement. Mais généralement, quand un trader vient, il ramène aussi tous ses copains. Donc c'est pour vous dire la masse d'argent qu'il peut ramener d'un coup. Peut investir. Donc le particulier qui est seul dans son coin, qui dit « Ah, c'est génial, je vais juste mettre 5 000 euros », c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur mis par le trader. D'accord. Et enfin, la dernière phrase. Donc, idée de futur investissement. Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir imposer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors là, tout simplement, généralement, les gens vont vers des investissements qui leur sont presque imposés. C'est-à-dire, ils vont se dire, bon ben, j'ai l'immobilier, j'ai l'or, voilà. Voici ce qu'on me propose, donc je vais aller vers là. Mais vous pouvez aller vers d'autres types d'investissements. Les dessins animés, par exemple, les mangas. Je vais vous donner un truc tout bête, vraiment tout bête. Il y a je ne donnerai pas le magasin, mais il y a un magasin qui a sorti une chaussure. C'est un magasin type grande distribution, qui a sorti une chaussure, sa propre chaussure. Et cette chaussure, elle est vendue de mémoire une vingtaine d'euros, je crois. Et on l'a retrouvée sur eBay. C'est sorti hier soir, cette information. Et on l'a retrouvée sur eBay aux environs de 200, 300, 400, voire jusqu'à 500 euros. Et donc, vous voyez, ça, c'est un investissement qui ne nous est pas imposé. C'est juste que certaines personnes dans la mode se sont dit, voilà, ça c'est bien. Et donc, eux ont décidé, petit groupe qui dans la mode, se disant, voilà, cette chaussure qui sort de l'ordinaire, eh ben, on va la valoriser. Donc, vous pouvez aller vers des investissements qui sont absolument différents, qui ne vous sont pas imposés. De la même manière,
Je vais vous donner l'exemple des Guadeloupéens. Avec nos Mika, que maintenant on Bah trouve alors, à 250 € chez Louis Vuitton ou c'est chez, ça. chez Christian Dior. Exactement, on a l'exemple des Mika que tout le monde connaît, que Ouais. tout le monde vulgarise. On dit, ah oui, tu vas à la On plage, va ou quand tu viens mettre avec tes ça. Mika. C'est ça, Ouais, tu vas voilà. tu vas pas venir avec ça. Et de l'autre côté, on a aussi, nous, une grande biodiversité. Et on s'est rendu compte qu'il y avait, alors je m'adresse à la professionnelle de santé qui est là. J'oublie le nom vous savez, c'est la molécule qu'il y avait à l'intérieur de ce qu'on cherchait pour soigner le coronavirus. La chloroquine. La La chloroquine. chloroquine, voilà. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une plante en Guadeloupe qui en Oui. avait énormément. Oui. Et ben voilà, et ben ça c'est devenu un Une investissement remède rasier, oui. du jour au lendemain. Donc vous faisiez pousser un champ de ça le lendemain. Ben, je pense que vous avez certaines personnes dans votre quartier ou dans certains pays qui pouvaient venir en acheter en masse. Donc ne pas aller vers des investissements qu'on vous impose. Vous pouvez créer vos propres investissements. Et quand est-ce qu'on investit dans la sargasse, vu tout ce qu'ils arrivent à faire, justement, ce serait une bonne idée, ça. Mais oui, mais il y a beaucoup de choses à faire dans la sargasse. Elle est, à mon sens, un peu, bon, pas maltraitée, mais Si, visiblement, puisque sur d'autres îles ou bien dans d'autres pays, ils arrivent à en faire soit de la beauté, enfin des cosmétiques, enfin, ils arrivent vraiment à traiter, à en faire du tissu ou bien une espèce de plastique pour en faire une matière première. Donc ça pourrait être vraiment un investissement. c'est ça. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec ça? Ouais. Alors, il est absolument Concrètement. possible de faire quelque chose avec ça. Ce qu'il faut, c'est que généralement, dans tout type d'investissement, mais là je parle d'investissement comme d'entrepreneuriat, c'est la même chose, hein. Mhm. Il faut un premier qui crée la brèche pour que les autres D'accord. s'engouffrent derrière. Donc il faut un homme ou une femme courageux ou courageuse qui puisse rentrer et se dire, ben voilà, je sais qu'avec la sargasse, grâce aux professionnels de santé que je connais, on peut y faire des produits de beauté, on peut créer du gaz grâce au méthane qui s'échappe, on peut créer de l'énergie grâce à ça. Il en faut un qui passe pour que les autres aient envie de créer de la concurrence. La fameuse pour y aller. concurrence, c'est ce que j'allais dire, la fameuse concurrence. Donc il suffit que quelqu'un ouvre un camion de bauxite pour que tout le monde dans la Se rue mettre à côté. se mette à faire du Exactement. bauxite. Alors qu'avant ça, Bon, on personne ne voulait attend le faire. le premier qui fasse quelque chose en Guadeloupe, qui nous fasse une marque guadeloupéenne avec les sargasses. Ça serait J'espère vraiment qu'il une sera bonne idée, ça. guadeloupéen. Ah, ben, ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, en tout cas, merci pour toutes ces informations. J'espère que ça peut éclairer certaines personnes qui ont peur peut-être des fois d'investir et de se lancer dans la bourse, mais ça peut être vraiment une bonne chose. En plus, c'est de l'argent qui travaille et c'est pas de l'argent qui dort, c'est ça? C'est ça, oui. Ce qu'il faut savoir, une chose importante dans l'investissement, c'est que l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, même votre livret A, Ça dort, donc ça rapporte moins. alors ça dort, donc vous le perdez en fait. Ah bon? Oui. Petit calcul très simple, Mhm. je vous montre des chiffres. Vous avez 10 000 € sur votre compte bancaire maintenant. Il faut vous dire que ces 10 000 € là, on les met sur un livret A, d'accord? Allez, je dis n'importe quoi et je vais être généreux, on le met à 2%, d'accord? Mhm. Il peut être moins, il peut être plus. C'est juste, je veux juste donner des Une idée chiffres pour que les globale. gens s'en rendent compte, d'accord? On vous le donne à 2%, même s'il est bien moins. Eh bien, il faut vous dire que l'inflation, par exemple, je donne des chiffres pour schématiser, ce ne sont pas les vrais chiffres, hein. L'inflation, elle, va être par exemple à 4%. Donc, il faut vous dire que l'argent qu'on va vous donner à la fin de l'année, finalement, avec l'inflation et la manière dont monte l'inflation, fait que vous perdez cet argent. Visiblement, vous avez toujours les 10 000. Mhm. Mais avec 10 000 € Ça n'a rien rapporté. aujourd'hui, dans un an, bah, vous faites moins de choses. Oui. C'est ça, c'est le fameux prix de la baguette. Je me rappelle quand je suis né, une baguette coûtait 20 centimes et qu'aujourd'hui elle coûte 1 euro. Mhm. Donc vous voyez, avec ces mêmes 1 euro de l'époque ou même 20 centimes, vous ne faites pas la même chose. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qui dort, vous le perdez. Il ne rapporte pas. C'est pas qu'il ne rapporte pas, c'est que vous le perdez. Mais vous faire un investissement qui vous donne zéro et donc vous met votre argent au même niveau l'année d'après, Mhm. plutôt que de le mettre et qu'à la fin vous n'ayez finalement plus rien. Donc, vaut mieux avoir un compte, un livret je sais pas comment ça s'appelle, hein, des trucs Boursorama et tout ça. Vaut mieux Alors, avoir un livret de Mieux vaut avoir de par bourse, exemple quoi. un compte titre sur lequel vous investissez sur des actions, mais après, encore une fois, là vous commencez à investir, donc il y a un risque. Et ça, il faut être au courant de ce risque-là. Dans tous les cas, si vous ne faites rien, cet argent-là est au fur et à mesure perdu. Mais je vais vous donner un exemple très simple qui est très parlant. En 2009, donc juste après la crise des subprimes de 2008, si vous aviez mis 5 000 € sur une action telle que Apple, aujourd'hui, vous auriez eu 120 000 €. Oh là 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 là. Mais Contactez Tunisia. voilà, on a 10 ans hein, d'écart. Là, voilà. Ben, en 10 ans, il y a plein de gens qui ont mis l'argent, ils ont fait des PEL parce que l'État nous a dit de faire des PEL et puis ils ont perdu tout l'argent parce qu'il y a des gens qui ont spéculé avec de toutes les façons. C'est ça. Donc, Il faut vous dire que lorsque l'État envoie une mesure comme ouvrez des PEL, mettez de l'argent sur votre épargne, c'est pour qu'il y ait de l'argent physique dans les banques Mhm. et que lorsque l'État emprunte de l'argent à ces mêmes banques, Et puis savoir les elle liquidités. puisse avoir les liquidités. L'histoire, justement, parlons de l'État de la Française des Jeux. C'était une bonne idée ou pas? C'était une très très bonne idée qui a enrichi
Beaucoup de personnes, je ne vais visiblement. pas dire enrichi beaucoup de personnes, Mais parce que il y a eu beaucoup de bénéfices de fait. oui, il y a eu énormément de bénéfices. Lorsque Bruno Le Maire, donc le ministre des Finances, a dit qu'il mettait la Française des Jeux et qu'il faisait l'introduction boursière de la Française des Jeux, il a mis une restriction pour que tout le monde puisse rentrer, qui était de 2 000 euros. Donc personne ne pouvait rentrer à l'introduction à plus de 2 000 euros. Et aujourd'hui, si vous aviez mis 2 000 euros, aujourd'hui, vous devez être environ à 2 600, 2 700 et quelques euros. Et je le sais parce que je suis rentré avec 2 000 euros lorsque l'introduction s'est faite. Bon, ben, c'est en tout cas une excellente idée. Merci pour toutes ces informations. Donc, pour les gens qui se posent des questions, de toute façon, vous pourrez répondre sur le lien et donner les éléments. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Je voudrais vous remercier de m'avoir offert cette opportunité de me présenter, de parler de l'école des mamans, parce que c'est encore peu connu et je pense que beaucoup de femmes auraient besoin d'avoir toute cette connaissance qui attend là, qui dort et qui ne demande qu'à être connue. Non, mais ça, c'est vrai qu'en plus pour les enfants, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, ça, c'est le meilleur investissement qu'on ait sur cette planète, de toute façon. On ne risque pas d'arrêter de faire des bébés. Ouais. Donc ça, au moins, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis, on en fera peut-être de plus en plus et maintenant on est de moins en moins stressé d'en avoir. Donc puisque ça commence, on commence à lier le travail, les enfants, la maison et tout. Donc c'est vrai que des petites choses comme ça commence vraiment. Les gens accouchent chez eux, ils accouchent de leur baignoire, technique du petit chien. Je me souviens, on m'avait proposé ça pour mon fils déjà. Donc franchement, c'est vrai que les gens font pas mal de petites choses. Donc c'est très intéressant. Un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin, très simplement, comme je le dis généralement dans mes lives sur Insta, pensez bien que tout l'argent que vous gagnez, vous devez en utiliser 70% pour l'investir, 30% pour en profiter, et c'est très important d'en profiter. On veut investir pour avoir une meilleure vie, pour pouvoir dépenser parfois sans compter ou sans se poser de questions ou sans se mettre en difficulté. Et de l'autre côté, vous devez profiter de cet argent parce que vous le faites travailler et que votre vie, vous devez aussi en profiter. Tout simplement pourquoi ? Parce que nous n'avons jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Voilà pourquoi il faut profiter de son argent. Et effectivement, ça c'est une bonne chose, oui. Ça c'est un très bon proverbe. Donc en effet, donc profitez de votre argent. Comme vous avez remarqué, là nous sommes en mode vacances, donc on a changé un petit peu de sujet, mais ça vous donne une idée de ce qui a été fait grâce à la crise. Donc vous pouvez vous relever si vous avez une entreprise et vous pouvez faire évoluer votre société, travailler avec les nouvelles technologies et mettre pas mal de nouvelles choses en place. Donc on revient la semaine prochaine. Nous n'aurons toujours pas de proms. Nous allons refaire les présentations des proms à partir du mois de septembre. Donc pour les gens qui posent des questions, on revient la semaine prochaine avec des nouveaux invités. D'ici là, bonne semaine à tous. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Au revoir. Au revoir. Au revoir.